Jackie Martin. Jackie, bonjour. On est ravi de t'accueillir une nouvelle fois sur ce plateau au titre de des chasseurs de grand gibier. Il y a quelques semaines est paru le rapport du Sénat, un rapport du Sénat qui était lié à la sécurité. Et de ce rapport ont découlé un certain nombre de propositions, de suggestions. Il y en a eu une trentaine, 30 très exactement en fait, pour lequel la Fédération nationale des chasseurs a vivement réagi, y voyant certainement dans l'ensemble de ces propositions, des sujets qui ne convenaient pas. Alors on ne va pas pouvoir tous les évoquer, en revanche j'aimerais qu'on revienne sur certains d'entre eux que tu as choisi d'évoquer aujourd'hui pour nous donner un peu de lumière sur ce sujet. Tout à fait. J'ai eu connaissance évidemment du retour de la FNC. De mon point de vue, c'est quand même un rapport qui est relativement équilibré, dans lequel d'abord les sénateurs ont, dans le début de leur rapport, disent attention, la chasse n'est pas si accidentogène que ça. Hein, ne serait-ce que parce que les courbes le prouvent d'ailleurs. L'OFB a diffusé des statistiques intéressantes qui prouvent que 76% d'accidents de moins en 20 ans, 46% d'accidents de moins en 20 ans et 74% de tués en moins. Donc c'est quand même des chiffres qui sont intéressants, qui montrent que les chasseurs sont dans le bon sens. Maintenant, c'est pas parce qu'on a des bons résultats qu'il ne faut pas continuer. Hein. Il faut essayer de tendre vers le zéro accident. Hein, ça, c'est quand même la mesure. Maintenant, si on veut parler des 30 mesures, c'est quand même aussi relativement équilibré parce qu'il y a des choses qui vont sous le sens. Hein, et puis il y a des choses qui rappellent aussi aux promeneurs, enfin aux autres utilisateurs de la nature qu'ils ont des droits, mais ils ont aussi des devoirs. Il faut rappeler aussi que finalement les chasseurs se doivent d'être un peu aussi dans la ligne de la société. Il y a des changements qui se font, il y a des attentes de la société vis-à-vis du monde de la chasse qui est quand même pas mal stigmatisé. Effectivement, moi je trouvais, là je vous donne un avis tout à fait personnel, mais l'idée c'est évidemment d'en débattre les uns avec les autres, mais que le rapport... on était avec des sénateurs et donc des gens qui prennent de la hauteur sur un certain nombre de choses. Et en l'occurrence, sur ces propositions, même s'il y en a qui nous font un petit peu tiquer, hein, il faut être raisonnable, il y avait beaucoup de choses qui étaient déjà faites, ou qui étaient en passe de le devenir. Oui, ou qui sont en cours. Il y en a qui sont irréalisables, il faut être clair. Tout à fait. Mais bon, il y a quand même quelques propositions, peut-être qui ont choqué certains. Je pense par exemple de l'alcool. Ouais. Bon, ça, on en a entendu beaucoup parler. On en a entendu, ça fait assez polémique, mais moi, de mon point de vue, quelqu'un qui a une arme, qui se promène dans la nature avec une arme, c'est normal qu'il ne soit pas alcoolisé. Donc on demande aux conducteurs de voiture de rester en dessous de 0,5 g par litre de sang, et ben, je trouve naturel que pour les chasseurs ce soit la même chose. Ouais, y a pas... Alors certes, la chasse c'est convivial, on connaît toute la convivialité de la chasse, mais il y a aussi, moi j'ai joué au rugby pendant 15 ans, hein. La troisième mi-temps tout le monde connaît, mais bon... On picolait, entre guillemets, après le match, hein, pas avant. Et pour la chasse, on peut aussi faire de la convivialité après la chasse, tout en tenant compte qu'ensuite, si on prend le volant, faut aussi être raisonnable. Je pense que ça vient après de la problématique publique, puisque ni l'alcoolémie, ni les drogues ne sont autorisées, quoi qu'il arrive. Absolument. Donc, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que quand il y a un accident actuellement, la première chose que font les enquêteurs, c'est de vérifier le taux d'alcool. Et s'il y a 0,1 ou 0,2, l'accident est déjà classé comme accident à cause de l'alcool, ou en partie à cause de l'alcool. Donc à 0,5, déjà, il y a aussi une petite protection. Et puis après, au-dessus de 0,5, on est alcoolisé. On ne va pas à la chasse, tout simplement. On va rappeler qu'il y a différents sujets, notamment la promotion d'une culture de la sécurité, ce qui évidemment est promu, que ce soit pour les carabines, les territoires de chasse, un renforcement de l'examen du permis de chasser, on sait qu'il a déjà beaucoup évolué, le tutorat des jeunes, évidemment, les conditions de possession d'usage des carabines, on sait que ça se durcit également, les compléments à la formation décennale à la sécurité. La formation décennale, elle est en cours de déploiement partout sur le territoire français. Et la prévention et correction des comportements dangereux, on imagine que ça s'applique évidemment à tout le temps. Il y a des points qui sont plus mitigés. Le certificat médical obligatoire, la promotion d'une culture du tir, l'amélioration et le suivi des détentions des armes. On sait que notamment avec le fichier, entre les fichiers FINIADA, la déclaration du SIA et autres, je ne vois pas comment on peut faire autrement que de déclarer ses armes. C'est bien complet. Mais
ce qui posait problème, c'est effectivement ce problème de l'alcool. Je ne comprends même pas que ça doive poser problème. Le certificat médical annuel obligatoire aussi. Si ça devient plus polémique. Ça, c'est une petite contrainte, hein, il faut le reconnaître. Ceci dit, à partir de quoi on va dire à quelqu'un, tu as le droit de chasser ou tu n'as pas le droit de chasser. Bon, si le type est aveugle ou presque, c'est évident qu'il ne peut pas aller à la chasse. Mais il ne peut pas conduire non plus. Il ne peut pas conduire non plus. Donc, on a fait un tournoi de boules cet été en Provence, on m'a refusé l'accès parce que je n'avais pas de certificat médical. C'est un tournoi de boules. Un tournoi de boules. Tournoi de pétanque. Pas de certificat médical. C'est du sport très intense, il faut faire attention. Pas de pétanque. Donc pourquoi pas la chasse? Oui, pourquoi pas, c'est une contrainte, ceci dit. Hein. Mais bon, on en a déjà tellement. Après, bon. Non, moi je voulais parler surtout, ce qui est dit dans le point 3, développer les audits de sécurité des territoires. C'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, on a surtout travaillé sur le territoire pour trouver les bons postes, les bons endroits, etc. Mais on a assez peu travaillé en amont pour déterminer si les postes sont dangereux ou pas dangereux. Donc il y a un vrai travail de fond à faire là-dessus, en faisant un audit complet du territoire de tous les postes, avec les responsables de la chasse, pour repérer les bons endroits. On a un exemple qui est flagrant, c'est malheureusement le dernier accident qui a eu lieu l'année dernière avec cette jeune femme qu'on a tué une autre. Si cet audit de territoire avait été fait, l'accident ne serait pas arrivé. Ouais. Je comprends parfaitement la démarche, je me pose là maintenant un peu différemment, mais sur des territoires où il y a des milliers d'hectares, comme dans le sud-ouest, les audits de territoire, je veux bien, mais comment est-ce que c'est possible humainement, financièrement, et sur des territoires qui sont aussi vastes, quand on chasse sur 15 ou 20 000 hectares, le début de la battue, on ne sait pas où est-ce qu'on va le commencer et où est-ce que ça va se finir. On est d'accord sur ce point, Guillaume, mais il y a quand même des efforts à faire. Oui. Je crois qu'il y a des efforts à faire parce que sur ces grands territoires, les gens se placent pratiquement où ils veulent, sans tenir compte de l'environnement, souvent. Il y a des routes quand même, il y a des chemins de promenade quand même. Quand même, ils tiennent compte de plus en plus de leur environnement. De plus en plus, oui, de plus en plus. Mais je crois qu'en mettant le doigt sur ces choses-là, il faut quand même que les responsables de chasse se rendent compte qu'il peut y avoir des dangers. Moi, j'ai chassé aussi, je chasse dans le sud-ouest. J'ai vu quand même plusieurs fois des manquements à la sécurité qui m'ont un peu choqué, quoi. Ouais. Bon, il y a des efforts à faire, on s'en doute, évidemment, sinon on n'en parlerait pas. C'est aussi un peu l'objet de cette rubrique. Je vous invite à la lecture de ce rapport, intéressant, et vous verrez qu'effectivement, il y a des choses à faire, mais on ne va pas non plus rebattre les cartes entièrement sur l'ensemble du territoire. Il y a un point qui m'ennuie un petit peu, moi, c'est le permettre au préfet de limiter les jours de chasse. Ils le font déjà. Alors, oui, peut-être plus ou moins, mais ça, c'était pour éviter le jour de chasse, le dimanche ou le mercredi sans chasse. Ouais. Moi, je suis toujours un petit peu gêné quand l'initiative est laissée à une personne, parce que en fait, ça laisse la porte ouverte à... Oui, mais je pense que c'est dans la concertation. Oui, c'est peut-être dans la concertation, mais le préfet, avec les présidents de fédération, il aura plus tendance à mettre un jour de chasse en moins que celui qui ne l'est pas. Donc, moi, c'est un petit sujet qui m'ennuie. Bon, il y a du lobbying à faire. Oui. Merci beaucoup, Jacky.